Hello les psychos, vous le savez, sur cette chaîne, on parle régulièrement donc, de drogue, on essaye souvent de débunker certains mythes, d'expliquer certains effets, mais on parle très rarement de ce que l'on peut faire lorsque l'on est dans des états seconds. Alors certes, on peut se balader dans la nature et tout ça, il y a plein d'activités. Aujourd'hui, on aborde tout ce qui est film, donc les films qu'on peut voir dans des états seconds. Pour ça, j'ai donc ma référence cinématographique à moi, donc un bon poteau. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire des petites catégories et à chaque fois de vous proposer genre 3-4 films. Donc on va éviter tous les écueils trop connus, du style Las Vegas Parano, La Montagne Sacrée, tout ce que vraiment les gens ils connaissent et donc on n'a pas besoin de présenter du David Lynch et tout ça, bon, c'est quand même plus ou moins connu. Donc ce que je te propose, c'est d'ailleurs de nommer d'abord les différentes catégories et ensuite on peut commencer. Ouais, alors on a un peu réfléchi à quel genre de mood on peut rencontrer en fonction des drogues. Les drogues sont pas toutes les mêmes, on fait pas la même chose sous cannabis ou sous LSD. D'abord, il y aurait un mood contemplatif, clairement pas sous coke. Non. En film contemplatif, on peut vous parler d'Interstellar 5555, qui est relativement connu d'ailleurs, mais pas tant que ça, qui est le film des Daft Punk basé sur leur album Discovery, oui. Ça bouge pas mal, il y a une histoire qui se construit sur cet album, qui est pas forcément lisible à l'écoute simple de l'album. Ouais, c'est ça. Et puis ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il lie les morceaux à du visuel, et ça, c'est quand même cool. C'est ça, oui. Donc si vous êtes fan de Daft Punk, ça vous fait un truc très très chatoyant, avec une histoire qui est pas forcément début, qui présente une réflexion sur le monde de l'art. Je suis d'accord. Ensuite, bah vas-y, celui-là, je peux le présenter moi. Donc c'est tout ce qui est... C'est à la limite du documentaire et du clip, parce que genre ça va être Samsara, Koyanis, Kati. En gros, ça va être des images vraiment... Baraka aussi. Baraka, tout à fait. Ça va être de très belles images prises un peu dans différents endroits du globe qui vont donc défiler. Après, il n'y a pas forcément de scénario. C'est vraiment de la contemplation pure et dure. Alors, dans Koyanis Kati, il n'y a vraiment pas de scénario, mais dans Samsara et Baraka, il y a quand même des effets de montage qui rapprochent intellectuellement des concepts. Donc là, pareil, ça va être vraiment pour observer des belles images, pour se perdre un peu dans le flux visuel et de chiller, hein, clairement, de voyager à travers les images. Je te laisse, celui-là il est pour toi. Lequel ? Playtime. Playtime. Alors Playtime, c'est relativement difficile à regarder, je trouve. C'est un film français de Jacques Tati, un réalisateur plutôt connu. À mon sens, c'est son chef-d'œuvre. On y retrouve tout ce que j'aime chez lui, sa maîtrise de la grammaire cinématographique, son sens du décor. Et pas trop de ses écueils avec son humour que je trouve un peu lourdingue, un peu potache. Dans Playtime, il n'y a pas vraiment ce problème, puisqu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Il y a une histoire qui est extrêmement simple, hein. On suit juste un groupe de touristes qui descend de l'avion et qui va dans une espèce de foire à l'électronique. Et c'est principalement au niveau des cadrages, des décors, que c'est très très impressionnant pour un film français de cette époque. Travail de la couleur. Oui, c'est une merveille graphique, comme on en a rarement eu dans le cinéma français. Et comme c'était le plus gros flop du réalisateur, je trouverais ça bien de le réhabiliter. Il a fait très peu d'entrées à l'époque. Ah oui, catastrophe. Le gars s'est pratiquement retrouvé au chômage 10 ans. Si je rajoute un petit point qui peut en intéresser certains, c'est que pour certains visuels des bureaux, ça a inspiré notamment les Wachowski, je sais jamais comment on dit. Pour la saga Matrix, par exemple, vous voyez quand Neo il travaille donc, dans son entreprise, dans l'open space et tout, bah, c'est directement inspiré du film de Jacques Tati. René Laloux. René Laloux, encore un français, puisqu'on ne rappellera jamais assez qu'on a un cinéma extraordinaire dans ce pays. Alors René Laloux, c'est de l'animation, mais du temps de vos parents. Il n'y a pas beaucoup d'images, les doublages sont ce qu'ils sont, les dialogues sont clairement qu'un vocabulaire d'un autre temps. Mais je trouve qu'il y a une certaine poésie et un sens graphique qui est unique, qui me rappelle un peu ce que faisait Terry Gilliam dans les films des Monty Python. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est quelque chose de... Je dirais pas que c'est beau dans le sens... Enfin, pas le sens canonique de la beauté grecque, parfaite, sans écueil. C'est une style visuel qui assume ses limites et qui s'en sert pour créer un univers, à mon sens.
De lui, tu citerais quoi? Plutôt La Planète Sauvage, vraiment? La Planète Sauvage, c'est clairement son plus connu, que j'aime beaucoup. Ils sont tous dans un style graphique un peu proche. Je suis moins fan de Gandahar, que je trouve un peu lourdingue dans son message sur la dictature, qui est un peu moins joli. Puis il a été animé en Corée du Nord, donc cautionnez qui vous voulez cautionner. Il n'y aura pas de message politique dans cette vidéo, c'est clair et net. Par contre, je trouve que c'est intéressant de noter aussi avec La Planète Sauvage qu'il y a quand même tout un message aussi un peu entre le rapport que peut avoir l'homme avec le divin, parce que donc, dans ce film-là, on a quand même plus la place de la fourmi que... Alors moi, je vois plutôt le rapport de l'homme à l'animal, Oui, d'accord. Oui. en inversant le rapport. C'est ça, le rapport de force. Et il y a Les Maîtres du Temps, qui est moins connu, mais que j'aime beaucoup, qui a une bonne son très très sympa. La musique d'ouverture, on dirait pratiquement du Giorgio Moroder. On y retrouve là un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts, un univers graphique que vous avez jamais vu avant, qui a un style marqué. René Laloux, on aime ou on n'aime pas. Est-ce que tu trouves qu'il se renouvelle graphiquement ou c'est toujours quand même très Non. contemplatif et dans le même style graphique et la même palette? Non, ça reste très très pastel, très très... Okay. Couleur un peu délavée et tout comme ça. Ouais, c'est très désaturé, avec des contours pas forcément nets. Dernier dans cette catégorie, donc qui serait vraiment très aussi contemplatif, ce sera Mind Game. Donc ça a été fait par un réalisateur japonais, si je dis pas de conneries. Et clairement, c'est une expérience visuelle en fait. En animation. C'est ça, d'une personne qui a un effet de mort imminente, qui va partir dans un délire psychédélique et visuel, donc qui n'a pas forcément de sens, mais qui est assez impressionnant dans les formes, les couleurs qui se mélangent. Et pareil, donc sous certaines substances, ça peut... Voilà. C'est un peu la version film de la punchline d'Orelsan, t'es plus fort que moi, mais dans la tête je te nique. C'est un peu ça, voilà, exactement, bien vu. J'avoue que ça colle parfaitement au film, parce que du coup, il va partir vraiment dans un voyage intergalactique dans sa tête, et c'est vrai que pour quelqu'un qui est dans un état où il peut rechercher la contemplation et le voyage, voilà, ça marche plutôt bien. Donc, seconde catégorie, les films expérimentaux. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus sur le fait que ça va être peut-être la plus difficile à expliciter, parce qu'à moins d'avoir des exemples ultra précis sur les techniques de montage et de réalisation qui sont utilisées et qui rendent le tout expérimental, ça va être difficile de mettre des mots dessus. Mais après, vas-y, si tu veux commencer et tenter. Après, ils ont aussi une dimension scénaristique. Si on prend Pi, par exemple, d'Aronofsky, alors clairement, on est sur un montage qui frôle l'épilepsie parfois et des surimpressions qu'on n'a pas vu, enfin qu'on n'a plus l'habitude de voir dans le cinéma depuis facilement 70 ans. On retrouve quand même toute une quête divine, une recherche de Dieu dans la science et dans la religion qui finissent par se recroiser. Ça peut être assez angoissant malgré tout. Il peut être assez anxiogène. Il y a des scènes violentes, c'est un personnage dépressif. Paranoïaque. Mais il y a une quête mystique et des images expérimentales, quoi. C'est ça. Donc subliminales, qui n'ont pas forcément de sens avec, dans le récit. Oui, qui sont faites pour proposer une vision du monde à laquelle l'œil humain n'a pas accès. Ouais, et je dirais par contre, des 4 qu'on a dans la catégorie expérimentale, c'est peut-être le moins expérimental. Parce que par exemple, Tetsuo, donc, qui est un film aussi japonais où tout va tourner autour d'une espèce de maladie qui est liée au métal, où en fait le protagoniste va se transformer en... Moi je qualifierais plutôt ça de paraphilie que de maladie. Bah vas-y, explicite alors. Parce que... Paraphilie, c'est l'attirance sexuelle pour des choses diverses. Voilà, donc ça peut être bizarre. C'est le mot, c'est la grande famille des kinks, si vous voulez. Et du coup, tout le film va tourner là-dessus et sur le rapport qu'il a avec le métal et sa transformation. Oui, principalement. Alors là, c'est quand même plutôt barré, on va pas se mentir. Puis c'est très très violent par rapport à Pi, c'est encore un degré au-dessus. Donc ça, je pense que tu es d'accord avec moi, on le recommanderait pas sous psyché, parce que ça peut être assez anxiogène et pas que ça se transforme en bad, parce que ça peut être assez désagréable à regarder. Ouais, ça peut. Il y a des scènes de viol, il y a des scènes avec de la chair pourrie. Celui-là, donc Plinton. Je suis loin d'être un expert du bonhomme, il travaille aux États-Unis depuis les années 90. Et comment vous décrire ça ? C'est de l'animation indépendante avec très peu de budget, il y a
peu de FPS, les mouvements sont saccadés, les personnages font pas forcément les mêmes dimensions d'une image à l'autre. C'est visuellement, on dirait que ça a un côté bâclé, mais ça s'accorde plutôt bien avec le propos des films qui sont clairement des films pour adultes avec de la violence, du sexe. C'est très expérimental dans la façon de monter, mais dans le sujet qui est montré en lui-même n'est pas expérimental. Oui, ça. Assez commun. On pourrait le retrouver chez un autre réalisateur, on pourrait le retrouver chez Lyndon Refn par exemple, ce genre de sujet. Et lui, dans le style d'animation, vraiment, qu'est-ce qui le rend si expérimental? Ça va être. Bah déjà, il y a la liberté du ton dans le film. C'est-à-dire la liberté de ce qui est abordé. D'accord. Ça se perturbe un peu quand même. De voir ça en dessin animé? De voir ça, ouais. De voir une libellule qui passe par la fenêtre pour aller coucher avec une meuf. Tout de suite, ça installe un univers. Celui-là, je te le propose aussi, parce que je n'ai pas une énorme connaissance du film. Alors, Benadonna, c'est un film d'animation dans lequel il n'y a pratiquement pas d'animation. Il faudrait visualiser ça comme une succession d'encre de Chine. Donc, on retrouve les grands mouvements du mouvement, mais il n'y a pas de continuité du tout, là. Ça va être un peu comme si des tableaux se faisaient au fur et à mesure devant nous. C'est ça, oui. C'est un film d'animation auquel vous avez enlevé 20 images sur 24 par seconde. Et du coup, ça donne un cachet très particulier. Oui, et le fait que ce soit à l'encre de Chine, c'est vraiment joli. Là, c'est clairement un truc que vous pourriez foutre dans votre salon au-dessus de la cheminée. Et en plus, ce qui est assez cool quand même, c'est que c'est une représentation par les Japonais d'une certaine image de la France. Oui, effectivement, c'est gens qui se marient avec Jeanne. Voilà, vous voyez un petit peu, donc c'est les clichés de nous-mêmes par les étrangers. Donc ça peut être toujours aussi rigolo à regarder. Après, ça aborde le terme de la sorcellerie, de ce que c'est le Moyen-Âge français. Parce que oui, du coup, ça se passe au Moyen-Âge, il faut le préciser. Il y a un côté érotique. Maintenant, c'est clairement pas un porno. Regardez peut-être pas en famille, mais c'est pas gênant, très honnêtement. Ensuite, est-ce que tu veux partir sur plutôt l'humour absurde ou l'horreur décalée? Moi, l'horreur décalée, je le déconseille, pareil, sous LSD, parce que ça peut être assez oppressant. Enfin, je sais que de voir des images qui ne font pas forcément peur, mais qu'on peut interpréter de la mauvaise manière, c'est pas forcément agréable. Donc moi, je trouve que ça se prête très bien à quelque chose d'un peu plus doux, genre avec la weed, où vraiment tu peux rigoler. Enfin, t'es pas assez dans le voyage pour... Avec des stimulants, ça doit marcher aussi. Je sais pas, j'ai des doutes, mais pourquoi pas. On va commencer gentiment avec Branded. Le troisième film de Peter Jackson, à la période où il n'était pas vraiment connu. C'est le dernier de ce qu'on appelle la trilogie du mauvais goût, qui porte assez bien son nom. Jusqu'à la sortie de Piranha 3D en 2010 et quelques, c'était le film le plus sanglant de l'histoire, le plus de faux sang utilisé. Ça, je savais pas. Donc, oui, quand on passe ce genre de record, vous vous dites bien que c'est pas un film d'horreur bien sérieux. C'est ridicule, ça asperge, c'est des zombies qui mangent des gâteaux attachés, qui sont séquestrés parce qu'on veut essayer de les sauver. Et la scène finale, que je ne vous spoil pas, est clairement une scène d'anthologie du cinéma moderne. C'est ça, donc ça a vraiment tout un délire avec des zombies. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à l'actualité, puisqu'à la base, ils mangent un rat toxique, non? Oui, le rat monkey. C'est ça, donc c'est pas un pangolin, mais les effets sont aussi dévastateurs sur l'organisme, et donc du coup, parce que ça les transforme en zombies, après comme il dit, c'est son fils, c'est ça, il essaye de les sauver. C'est ça, ouais, il y a la mère d'un gars qui se fait prendre, il séquestre un peu tout le monde dans le salon, il les nourrit avec des tartes à la crème. Donc ouais, c'est vraiment très drôle, enfin c'est pas à prendre au premier degré. Et malgré tout, c'est pas un mauvais film, hein. Peter Jackson commençait à rouler sa vie à ce moment-là. Je pense que ça s'enchaîne très bien avec Evil Dead 2 et 3. Ah bah oui. Parce que donc si le premier était quand même plutôt sérieux. Le Evil Dead 1 est complètement disjoint de la trilogie. C'est ça, parce qu'après on sent clairement que c'est plus à prendre au premier degré, qu'il y a pas mal de gags, et du coup aussi c'est tellement poussé à fond les ballons que... Evil Dead 2 n'est jamais qu'une parodie du 1 au final. C'est ça. Donc clairement c'est aussi fait plus pour passer un bon temps que pour vraiment avoir peur. Et moi je trouve que ça se porte aussi très bien, donc à l'humour un peu de stoner, enfin voilà, quand t'es... Avec du cannabis par exemple, je trouve que moi ça s'y prête vraiment très bien et tu peux vraiment rigoler facilement. Il y a quelques plans assez incroyables quand il fait des longs mouvements de caméra à l'épaule accélérés dans les bois, au ras du sol. Et graphiquement ça rend très très bien. At a time of evil. You shall die!
when the world needed a hero. The swallow whistles! Anyone to die! What it got was him. Groovy. You know your shoelace is untied. Reanimator, que j'ai découvert grâce à Kevin Spacey. C'est dans American Beauty, je crois qu'il fume un joint en reparlant. Oui, c'est exact, tout à fait. Du coup, je me suis dit, bah si Kevin Spacey trouve ça bien, voyons voir. C'était avant de savoir qu'il était un violeur. Hein. Maintenant, on a changé d'avis. Vas-y. Pour Reanimator, on est pratiquement dehors de la parodie aussi. C'est des grands effets en scène, une grande éloquence, c'est très très cinéma B. C'est le plus cinéma B de tous ceux qu'on vous a parlé de pour l'instant, je pense. Hein. Même de la liste. Donc c'est un film qui a assez peu de budget, qui joue de ça pour faire de l'humour, mais qui malgré tout arrive à avoir une scène de fin qui est vraiment dantesque, qui fait pratiquement tâche avec le reste de l'humour qui est assez basique. Se retrouver à la fin avec cette scène qui a de la lumière, du costume, il y a vraiment tout le budget dans les dernières minutes. Le money shot à son paroxysme. Le truc connu du film, il est sur l'affiche, donc on peut en parler, c'est le gars qui a sa tête dans un plateau et qui la porte comme un majordome. Voilà, c'est... Voilà, tout est dit. Alors pour le dernier de cette catégorie, moi je ne l'ai pas vu, donc là aussi je vais devoir te laisser la parole, mais vu la description que tu m'en as fait, ça m'a l'air assez prometteur, donc c'est How To. House, ou House, en version française-américaine, qui est un peu la pierre angulaire du cinéma japonais. Mais c'est très nanar comme pierre angulaire. Les Japonais ont une approche complètement autre de l'horreur, qui vient principalement de ce film. J'ai l'impression qu'il a pris toujours la manière de plus mauvais goût. Et quand c'est maîtrisé à ce point, à chaque fois je me dis, si je voulais faire pire, je ne saurais pas quoi faire. Et ça témoigne à mon sens d'une certaine maîtrise du langage. Et des codes du genre. C'est très très surprenant, c'est un ovni comme j'en ai rarement vu, et c'est à mourir de rire. Donne l'anecdote avec laquelle tu m'as vendu le film avec le piano. Oui, effectivement, dans une scène, un personnage se fait manger par le piano, mais vraiment d'une manière... Rien que ça, c'est incroyable. Et après, il y a les doigts qui jouent sur... Mais par contre, ça reste assez joli quand même, mine de rien. Il y a des trucs qui piquent les yeux quand même, hein, les couleurs, les choux. Il te met des sortes d'iris, mais c'est pas vraiment une iris sur le cadre, il a mis du flou pour rester un cercle net au milieu et tout le reste est flou. Avec des gros plans sur des acteurs qui jouent mal, qui disent des trucs bizarres. C'est un gros nanar, mais une créativité folle. Alors c'est tout pour cette catégorie. On enchaîne, moi je pense, avant de faire l'humour, comme ça fait un petit break, tu vois, pas que des trucs drôles, sur la réflexion, parce que donc des fois on veut peut-être aussi faire un petit peu d'introspection, réfléchir sur différents sujets, réfléchir sur notre vie, notre existence. Et pour ça, on trouvait que Dead Man de Jim Jarmusch pouvait être un bon exemple. Oui, je trouve que c'est une belle quête initiatique. C'est toujours assez poétique, Jim Jarmusch. C'est assez lent en termes de rythme également. C'est en noir et blanc, c'est un casting de fou furieux. Il y a Iggy Pop, il y a John Hurt, il y a Johnny Depp. Oui. Il y en a d'autres connus qui me reviennent, j'ai les têtes mais j'ai plus les noms. Et moi je trouve qu'il est vraiment sublime en termes de cadrage. Ah oui, pour moi c'est le travail du noir et blanc, travail des ombres et tout, il est vraiment très très beau. Les dialogues, la construction des personnages, c'est vraiment l'évolution d'un gars qui est en cavale, qui a fait accusé d'un crime qu'il n'a pas fait, qui se retrouve avec un Indien rejeté par les Indiens. Et ces deux parias de la société vont finalement... Non, ils vont pas s'influencer mutuellement. C'est clairement l'Indien qui prend le rôle de mentor et qui va transformer ce pauvre jeune homme apeuré qui a rien fait, qui se planque dans les bois, en un espèce de guerrier mystique apache. C'est plutôt stylé. C'est un western vraiment atypique. Je sais même pas si... Ouais, si. C'est un western. C'est un western atypique. I don't give a shoot who saw what and who did what or who did who. Good God, I'm hit! That weapon will replace your tongue, and your poetry will now be written with blood. Sir, would it be presumptuous of me to ask you for your autograph? Je te propose de continuer donc avec Un homme qui dort, que tu m'as aussi très bien vendu et qui a l'air d'être un très bon film. Un homme qui dort, qui est un film franco-tunisien je crois que c'est un film des années 70. Inspiré d'un livre d'ailleurs. Oui, de Georges Perec. Et d'ailleurs au final ça ressemble beaucoup à un livre audio, c'est-à-dire qu'on va vous lire du Georges Perec, qui vous fait un essai sur la vie d'un homme qui se coupe un peu de la société tout en restant dans la ville.
il va avoir des interactions limitées au maximum avec les autres êtres humains, il va essayer de fonctionner par automatisme et de ne plus réfléchir. Il essaie de revenir un peu à l'homme originel, mais dans un cadre urbain, avec un texte magnifiquement bien écrit qui rythme. Je ne crois pas que les protagonistes aient des répliques dans ce film. Et vous avez de nombreux jeux sur la façon de montrer pareil, notamment sur le temps d'exposition. Vous avez des images complètement saturées par la lumière. Encore une fois, des trucs qu'on voit pas dans le cinéma aujourd'hui. Je te laisse aussi enchaîner donc, avec le dernier de cette catégorie, c'est Waking Life. Déjà, il y a un délire graphique quand même aussi. Je trouve que c'est comme si c'était de la rotoscopie, mais un petit peu volontairement approximative. Ouais, alors ça fait un côté aquarelle sur de la rotoscopie, enfin rotoscopie en aquarelle plutôt. C'est ça. Avec comme qui déborde un petit peu avec des... C'est même plus que de la rotoscopie, il y a quand même des déformations qui se font en temps réel, avec les visages qui font des mouvements qui changent, ouais. Les contours qui sont complètement anarchiques. C'est pas comme Bill Clinton où ça bouge un peu parce que c'est fait vite, parce qu'il n'y a pas d'argent. Là, il y a vraiment une volonté de montrer du mouvement et pas de passer peu de temps. Je pense que vu qu'on l'a mis dans la réflexion, il faut quand même dire pourquoi on trouve que ce film fait réfléchir. Ah oui, alors faut s'accrocher, Ouais. C'est pas après le 15e genre qu'on lance Waking Life. Ou alors pas pour les mêmes choses, mais pas pour le même but. Waking Life, c'est extrêmement profond et philosophique. Hein. C'est 1h30 dans Fit Philo, concrètement, avec toute une série de personnages qui n'ont pas du tout les mêmes courants de pensée. On passe à des nihilistes, de mémoire, doit y avoir des stoïcistes. Il y a des gens il y en a un qui réfléchit de manière sûre au déterminisme. Voilà, il y a des questions assez profondes sur la condition de l'existence. Et avec un fil rouge quand même philosophique qui est qu'est-ce que c'est la mort et la vie. J'arrive plus à me rappeler si les différentes parties du film ont un lien entre elles ou si elles sont vraiment séparées. Parce que... Il y a un protagoniste qui est au cœur du sujet. Qui à chaque fois passe de personne à l'autre. Exactement, ce personnage qui se questionne s'il est dans un rêve, s'il est en train de mourir, s'il a été projeté dans la... Enfin, il comprend pas ce qui lui arrive. Il a juste des gens qui lui disent des trucs très compliqués, qui remettent en question beaucoup de choses. Et il avance en essayant de comprendre ce qui se passe dans la vie, dans sa vie, en ce moment même. Alors ça, c'est vraiment, voilà, donc si vous voulez débuter un parcours introspectif, mais si votre but, c'est vraiment plutôt de rigoler, c'est-à-dire donc de voir un humour un petit peu absurde qu'on rattache souvent à la drogue, on vous a fait aussi une petite liste. Et je pense que donc, les As, donc c'est un trio de comiques qui vient des États-Unis, qui sont assez connus. Ils ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Top secret. Mais, et ça j'étais ravi que tu m'en parles, en fait ils ont été fortement inspirés par un autre film US fin des années 40. Oui, qui a été une source d'inspiration pour tous les gens qui ont fait de l'humour absurde par la suite, qui est Elsa Poppin. Ce film est un anachronisme. Il ne devrait pas exister en 1941, et pourtant... Et en plus, il a très bien marché à l'époque. Ce qui est étonnant. Alors que le projet était réputé infaisable. Adapté d'une pièce de théâtre, c'est ça ? Oui, une pièce de théâtre qui parle de la création d'un film infaisable, qui a été adapté en film. Vous voyez déjà un peu le bail, quoi. En comédie musicale, non ? Ça chante un peu, mais on ne peut pas qualifier ça de comédie musicale, vraiment. Donc c'est très très rythmé, un humour complètement absurde, qui est aussi bien graphique que verbeux. Il vaut mieux être à l'aise avec l'anglais, parce que c'est de l'anglais qui peut parfois être un peu soutenu des années 40, donc de l'anglais qu'on n'entend plus du tout dans les séries aujourd'hui. C'est un peu chaud à suivre, mais c'est créatif au possible. Et il y a une maîtrise du langage cinématographique qui est juste incroyable pour les années 40. Vous avez des blagues où les mecs interagissent avec la salle de montage directement dans le film. Vous avez le cadrage qui saute avec les personnages qui fait mais qu'est-ce que tu fais en haut alors que c'est pas... Cadre-moi bien. Celui-là on se le garde pour la fin, clairement. Je veux en parler à la fin. C'est l'autre boss final. C'est ça. Du coup il y a le petit magasin des horreurs ou Shop of Horror. Petite boutique. Une petite boutique des horreurs. La version de Frank Oz des années 80, puisque c'est un remake d'un film de Roger Corman avec Jack Nicholson, qui était la version sérieuse du machin sur une plante carnivore qui, en manipulant les gens autour d'elle, si en aiguille, finit par coloniser la planète. La version que je vous recommande, c'est celle des années 80, qui est devenue une comédie musicale, avec une BO absolument incroyable, qui va dans la soul, la funk, qui gratte un peu le rock, mais ça, c'est très années 70 en termes de musique, c'est très très groovy. Vous avez un humour qui est
et un côté très très gai d'avoir une plante géante en animatronique qui vous chante Des chansons. de la soul. Voilà, rien qu'en disant ça, je pense que vous voyez que le film, c'est pas quelque chose voilà, de normal. Et il y a un acteur qui est connu, non dans, tu m'as dit. Ah, il y en a quelques-uns, oui. Il y a Bill Bill Murray. Bill C'est Murray Bill Murray qui est dedans. Ouais. qui fait un caméo. caméo, putain, qui remplace Jack Nicholson, caméo très très drôle. Il y a le Steve Martin, le gars de Chérie, j'ai rétréci les graisses aussi. Enfin, il y a un beau casting, l'humour est vraiment très absurde. Du coup, moi je trouve que de ce que tu m'en as dit, je trouve que ça a l'air de bien marcher. Et alors, avant de passer donc à notre boss final de cette catégorie, il y a un dernier film dont tu m'as parlé aussi et que je n'ai toujours pas vu, mais c'est le but aussi, c'est voilà, de vous proposer des choses un petit peu inattendues. C'est Why Don't You Play in Hell? Ça doit être le plus récent de la liste, je pense. Oui. Ça a l'air complètement dingue. J'ai juste lu le synopsis, mais ça a l'air dingue. Alors, c'est un film de Sion Sono, qui est un japonais complètement barré, qui fait 6 films par année, qui sont tous... Je sais pas comment ce mec trouve du financement. Il a des idées, c'est sûr. Il est complètement fou. Et dis le plot du film là, parce qu'il est incroyable. Alors, c'est l'histoire d'un mafieux qui rêve, pour des raisons qui sont expliquées dans le film, d'offrir à sa fille un film. Et donc, il va voir un cinéaste amateur, genre un loser avec sa caméra qui... Genre moi. Voilà, qui n'en vit pas, mais sinon c'est la passion, qui veut percer à tout prix. Il lui présente le projet de... Voilà, on veut faire un film, je vais aller voir une autre bande de mafieux, on va se tirer dessus, et toi tu vas nous filmer en live et tu réarranges ça derrière pour faire des belles images. Et le gars regarde avec des grands yeux, il fait mais banco, c'est le film du siècle là. Une guerre de Yakuza filmée en réel. Voilà, je pense que tout est dit, et donc retravaillé et monté. Alors ça a un côté quasiment parodie de Kill Bill, dans cette extrême violence, dans le fait que ça se tape au sabre. Des effusions de sang. Même la BO, c'est du flamenco quand ils se bagarrent. Oui. C'est un côté Kill Bill japonais, mais Kill Bill n'était pas assez fou pour Sion Sono. C'est ça, Kill Bill il a poussé toutes les manettes. Kill Bill est un film très classique. Je pense que voilà, ça en dit beaucoup. J'ai oublié. Je croyais qu'on parlait de ça. C'est vrai que j'ai oublié dans l'humour, donc notre boss final c'est Bloodsport. Et je pourrais même dire quasiment pas mal de films de Jean-Claude Van Damme. Ah oui, genre Jean-Claude, c'est un bonheur de voir ce gars avec ses expressions faciales. Il est toujours dans des films où il a des rôles un peu niais, et de le voir se prendre très très au sérieux, alors que c'est Jean-Claude Van Damme qui fait des grands écarts pour te mettre un uppercut dans les valseuses, quoi. Je trouve ça me donne vraiment un bonheur incroyable de voir ce gars s'appliquer autant pour faire des trucs aussi absurdes. Karim Debache l'avait très bien résumé dans une de ses vidéos, mais c'est vrai qu'il prend un tel plaisir à faire ces scènes que c'est communicatif, et tu rigoles juste en le voyant. Et... Après Bloodsport, il n'y a pas que Jean-Claude Van Damme qui est extraordinaire. Oui, il y a le black, c'est incroyable. Alors c'est un peu limite en termes de racisme aujourd'hui. Oui. Vous voyez, c'est le racisme des années 90 qui est plus con que méchant, qui est pas réfléchi. Voilà, comme j'ai dit, maintenant on peut passer à notre dernière catégorie, et qui est donc celle des films qu'on n'arrivait pas à classer autre part parce qu'ils sont très étranges. Alors, quand il m'a parlé de Alice au Pays des Merveilles, j'ai pensé à la première version qui datait des années 50, mais en fait, il m'a parlé d'une autre version. Oui, la version de tchécoslovaque, dont on ne parle pas assez. Vous voyez à quel point on en est, mais ça a l'air cool quand même. Ah, mais la nouvelle vague tchécoslovaque, en termes de... C'est vraiment des gens qui ont changé la donne en expérimental. Ils ont fait beaucoup de films marquants. Tant qu'à faire, je name drop quelques-uns. Vas-y. Il y a Valérie au Pays des Merveilles, qui est une assez mauvaise traduction en réalité, qui est un film d'horreur très très basé sur la symbolique. Les plans sont vraiment des idéogrammes assez indépendants. On se suit une suite de symboles plus qu'une histoire après qui est intéressant. Il y a Les Petites Marguerites. Hardcore, enfin qui dans le sens il était vraiment difficile à regarder, non? Ouais, alors là c'est pas vous qui êtes drogué, c'est les personnages du film. Mais ça vaut le détour. Et par exemple, quelles sont les différences que tu verrais entre le Alice, donc, que tout le monde connaît, et celui-là? Alors celui-là c'est de la stop motion. Et celui-là il est extrêmement glauque. C'est de la stop motion avec des objets du quotidien, avec des objets sales, des ciseaux rouillés qui marchent.
Le lapin avec sa montre, régulièrement, il se recoule le ventre parce qu'il perd sa peluche. Ils essayent à un moment d'immoler Alice. Ah ouais, vraiment, genre ils lui mettent de l'essence et ils la brûlent. Ouais, D'accord. ils mettent le feu là où elle s'est cachée et elle a fait ce qu'elle peut. D'accord, donc ça par contre aussi c'est peut-être un peu anxiogène, non? C'est complètement anxiogène. Ça non, ça vous faites attention quand vous le regardez. Mais ouais, c'est intéressant. Donc bien sûr Ken Russell ne pouvait pas aller aussi dans une autre catégorie, parce que donc, le monsieur est très connu notamment pour Les Diables, mais il a fait aussi d'autres films. Oui, Tommy, qui est une adaptation de l'album des Who, qui est... Beaucoup plus gentil déjà. Tommy, il s'appelle aussi, il me semble. Oui, tout juste. Je pensais pas être une comédie musicale à Ouais, la c'est base. Du coup, ça se fait très très bien en film. Et avec la patte Ken Russell, cette façon de montrer l'étrangeté. Et puis donc un de ces films qui est le plus relié aux substances, c'est clairement Au-delà du réel. Parce que donc c'est la quête d'un scientifique qui cherche, grâce aux drogues et à son question d'isolation, à retrouver les origines de l'humanité. N'ayons pas peur des mots. Il fait quelques expériences. Et le film a la faculté de changer de ton et d'atmosphère très rapidement. Il met des contre-pieds qui sont juste imparables. Et aussi, il y a quand même beaucoup d'images... j'ai oublié le nom. Oui, très très... comment on peut qualifier cette image de Ken Russell? Subliminal, ouais. Iconoclaste. Ouais, voilà. Qui marque, parce qu'il y en a beaucoup qui restent, je trouve, à l'esprit. Et, moi, je trouve, il ne fait pas peur, mais il met quand même un peu mal à l'aise, parce qu'en plus, il y a toute une partie du film qui est en rapport avec des singes, donc j'en dis pas plus. Et moi, j'ai un rapport particulier aux singes, mais donc du coup, voilà, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Mais ça dépend des gens. Et donc, pour clôturer tout ça, un de tes derniers films. Ouais, bah alors, on va clôturer plutôt tranquille par rapport à ce qui a été abordé avant. Le festin nu de David Cronenberg, qui est un réalisateur canadien qu'on ne présente plus clairement aujourd'hui. Et qui, malgré le côté hardcore de tout ce qu'il a pu montrer dans sa carrière, pour moi, Le Festin nu, c'est le film qui atteint le sommet de la bizarrerie en termes d'iconographie. Et le scénario, en plus, c'est basé sur une histoire de drogue à l'insecticide. C'est l'histoire d'un gars qui se met à sniffer du spray anti-cafard et qui se dit « je vais écrire un roman ». Donc il se retrouve complètement déconnecté de la réalité à Marrakech et écrire son roman. Là, vous êtes clairement plongé dans le trip d'un gars qui est dans une grosse parano. Je pense qu'on vous a déjà fait quand même une liste plutôt conséquente. Après, c'est à vous donc de piocher dans ce qui vous a le plus paru compatible avec vos goûts et avec vos envies du moment. Donc voilà, on vous conseille à chaque fois de faire des petits tests selon les substances, selon les envies, selon les moments et de choisir un petit peu comme dans un menu. Ouais, bah, il suffit de trouver la drogue qui va bien avec le mood recherché. Tout ça, voilà. Et est-ce que tu as envie, un dernier petit mot, quelque chose, un message à passer Tu veux donner ton profil Sens Critique Non, c'est... Ok, bon les gars, voilà, je vous avais dit des petites vidéos différentes, on y est. Donc écoutez, on se revoit bientôt pour la prochaine. Ciao!